Bonjour et bienvenue dans Je ne suis pas raciste mais, le podcast qui décortique le racisme qu'on dit ordinaire mais qui n'a rien d'ordinaire. Ce racisme difficilement condamnable pénalement, celui qui s'exprime tous les jours sous des traits d'humour, celui qui ne dépasse jamais la bienséance, qui semble souvent insignifiant mais qui reste violent et brutal pour celles et ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Massol, journaliste à Libération, co-auteur de L'extrême droite nouvelle génération aux éditions de Noël, et Rachid Laïrech, journaliste aussi à Libération et auteur de Il n'y a que moi que ça choque aux éditions Les Arènes. Merci d'être là. Comment allez-vous, Nicolas, Rachid ? Très bien, merci. Moi, j'aime bien. Très bien, merci. Pour ouvrir cet épisode, on a l'habitude de faire, j'ai l'habitude de raconter une anecdote. Donc, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée pendant l'entre-deux tours des élections législatives anticipées. Je parlais avec un ami qui est d'origine arabe, avec qui on a toujours pensé à peu près les mêmes choses politiquement parlant. Et donc, je pensais qu'il allait voter, pas pour le RN, en tout cas pas pour le Rassemblement national. Et donc, on a longuement discuté. Et à la fin, il m'a dit que lui était prêt à voter pour Bardella, ou en tout cas, il attendait que Bardella devienne Premier ministre. Et quand je lui ai dit, mais l'histoire du RN, quand je lui ai montré, je lui ai dit, mais rappelle-toi, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, tout ce qu'ils ont dit. Il m'a dit, non, mais aujourd'hui, le RN, c'est plus ça, c'est aussi un programme social. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu, Nicolas, par exemple, sur le terrain ? Il y a assez peu de gens que je rencontre sur le terrain qui se revendiquent racistes ou même en étant électeurs du RN, qui très rapidement disent on vote contre les étrangers, on les déteste, etc. Donc on met plus facilement en avant le programme social que le programme à proprement dit raciste ou xénophobe. Après, globalement, moi j'ai rencontré personne qui séparait totalement les deux. C'est-à-dire que je vote parce qu'ils ont un programme social. Je suis pas fan du côté xénophobe, mais voilà. En général, ça vient très vite les deux. Je suis fan du côté social parce qu'il y en a certains qui profitent, et c'est un peu toujours les mêmes. C'est les étrangers, c'est les immigrés, etc. Donc c'est à peu près toujours lié en fait, les deux. Et Rachid, c'est pas surprenant de prendre ça de la part de quelqu'un qui est descendant d'immigration aussi ? Si, ça l'est. Après, il y a différents types de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi une telle haine de Macron, ils sont tellement déçus de Macron et de la gauche, qui se disent Le Pen, Bardella, c'est dangereux, c'est grave, mais est-ce que c'est pire que le Macron ? Et ça, c'est terrible. Et l'autre truc qui est assez drôle aussi, on doit le dire aussi, c'est qu'on croise aussi des gens qui sont eux-mêmes fils d'immigrés et qui disent les étrangers prennent tout. Cette parole-là qui est folle et qui est dangereuse, vraiment, elle infuse, et ça marche le côté normal. Moi, j'écris depuis 15 ans, et au départ, pour écrire sur quelqu'un qui vote RN, c'était hyper compliqué à trouver, un électeur du RN, pour qu'il témoigne. Maintenant, c'est très simple. Maintenant, tu vas chez les gens, ils servent le café, ils discutent, il y a du pain au chocolat, des croissants. Tu dis, alors Bardella, super, c'est super Bardella. Et donc, c'est un truc qui est assez dans le mode de on se cache plus, on revendique. Et comme le dit si bien Nicolas Massol, presque toujours, il parle du social. Et ensuite, il y a le mais qui arrive. Et le mais, c'est il profite. Et le il est très dangereux. Comment on répond à ça quand on a quelqu'un qui nous dit non mais le Rassemblement national, c'est pas un parti xénophobe, c'est aussi un parti social ? Comment on répond à ça ? Il y a plusieurs manières. Soit on regarde point par point quel est le programme social du RN, et on s'aperçoit que très souvent, le programme social, majoritairement, il est financé uniquement grâce à la xénophobie, à savoir que si on prend les principales mesures du RN en faveur du pouvoir d'achat, que ce soit la baisse de la TVA sur les carburants, les produits de première nécessité, rien que ça coûte de l'argent. Comment on le finance ? On le finance par la préférence nationale, donc par en fait la discrimination. On va discriminer les étrangers sur un certain nombre de prestations sociales auxquels ils ont droit. C'est comme ça qu'ils financent. Toute la pierre angulaire du programme du RN, c'est ça. C'est pour ça que, lors des législatives en 2024, Bardella était un petit peu emmerdé, parce que, alors que tout le programme du RN doit être financé par la préférence nationale, il savait très bien que s'il gagnait les élections législatives, il pourrait pas la mettre en œuvre. Parce qu'en gros, il y a que le président de la République qui peut mettre en œuvre la préférence nationale, okay. Parce que il est obligé de convoquer un référendum, c'est à l'initiative du président de la République et pas du Premier ministre. Donc en fait, son programme était vachement au rabais d'un point de vue social, etc. Il se contentait de dire on va supprimer l'AME, etc., qui sont des choses certes xénophobes, mais qui rapportent pas assez d'argent, quoi. Avant de plonger dans notre sujet du jour, il y a peut-être un point de définition qui s'impose. C'est quoi l'extrême droite ? Comment on définit ce terme d'extrême droite ?
C'est un terme qui fait de plus en plus débat parce qu'il pose certains problèmes, quoi. L'extrême droite, c'est pas comme, on va dire, le communisme, qui est une doctrine qui est écrite, qui est très structurée, quoi. On n'a pas de plus, manifeste comme le manifeste voilà, du communisme. exactement, on n'a pas de manifeste. Et puis surtout que l'extrême droite, assez peu de personnes s'en revendiquent depuis la Seconde Guerre mondiale parce que c'est vraiment associé globalement au fascisme d'entre-deux-guerres, quoi, et à Vichy en France. Donc moi, je dirais que, en gros, c'est un terme qui désigne plutôt des mouvements politiques qui sont disparates, mais globalement, c'est un peu une vision du monde. Et en gros, cette vision du monde, comment est-ce qu'on pourrait la définir ? C'est une vision qui voit la société comme un tout homogène. C'est-à-dire qu'un tout homogène, comme un corps organique, en fait, comme si la société était un corps, ok, qui ne doit pas bouger, qui, pour rester en bonne santé, ne doit pas bouger. C'est l'identité. Il doit rester le même, c'est la définition de l'identité. Or, ce corps, il est mis en danger de décadence. Alors, d'une part, par des éléments extérieurs. C'est les étrangers. Donc, qui sont considérés un petit peu comme des corps étrangers, voilà, comme un microbe qui arrive dans le corps et qui va causer sa décadence. C'est ce que Maurras appelait les métèques. Donc, les métèques, c'est tous les étrangers, sauf les juifs, quoi, en gros, pour Maurras. Donc, il y a ces éléments extérieurs-là qui viennent parasiter le corps de la société et qu'il faut purger, qu'il faut renvoyer chez eux, quoi. Et aussi, il y a les parasites de l'intérieur, que Maurras appelait l'anti-France, qui sont les juifs, les protestants et les francs-maçons. Donc, en gros, aujourd'hui, ce serait plutôt la gauche, quoi. Donc, en fait, les gens qui, de l'intérieur, les autochtones qui vont travailler en fait à saper ce que c'est que la France. Donc en gros, à l'époque, au XXe siècle, c'était les judéo-bolcheviques. Aujourd'hui, on a à peu près la même chose avec l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'alliance entre la gauche et le musulman qui est considéré par essence comme inassimilable, etc., que comme étranger à la communauté nationale, comme posant problème, et c'est cette gauche-là. Et l'alliance des deux fait que la France est en danger, qu'il faut purger la France de ça, etc. Donc globalement, pour moi, c'est ça l'extrême droite. C'est considérer que la société ne doit pas bouger, qu'elle est comme elle est, et rejeter fondamentalement des gens qui sont considérés comme inassimilables. Fondamentalement, c'est ça. C'est d'abord, en fait, un peu le racisme qui fait la matrice de l'extrême droite. Ceci dit, là, je vais parler d'anti-France et d'islamo-gauchisme. Tu vois que ces deux termes, anti-France, tu as encore une ancienne ministre du gouvernement, Prisca Thévenot, qui l'a utilisé en parlant de LFI. Et l'islamo-gauchisme, c'est un terme qui s'est répandu bien au-delà de l'extrême droite, qui d'ailleurs ne vient pas de l'extrême droite, qui vient d'une certaine gauche, en fait. Donc c'est compliqué, parce que le vocabulaire de l'extrême droite, il a vraiment, par capillarité, il a vraiment... il s'est étalé, quoi. Il s'est étalé bien au-delà de l'extrême droite. Oui, ça, on y reviendra plus tard. C'est aussi une des raisons, oui, de la légitimisation de l'extrême droite aujourd'hui et aussi de sa normalisation. C'est que même, par exemple, la droite, Éric Ciotti, par exemple, qui se dit encore de droite, utilise le vocabulaire de l'extrême droite. Mais par exemple, en France, si on revient en France et sur le Rassemblement national, est-ce qu'on peut dire que le Rassemblement national est d'extrême droite aujourd'hui ? Moi, j'avais une autre question à y poser. L'extrême droite, elle commence où ? En fait, c'est toujours ça le problème. C'est toujours ça le problème avec un terme comme l'extrême droite. C'est que on trace une ligne, en fait. L'extrême droite, c'est à la fois des idées, mais c'est des mouvements politiques. Donc, en fait, le RN, c'est un parti d'extrême droite. Zemmour a créé un parti d'extrême droite. En revanche, LR, c'est pas un parti d'extrême droite. Mais en fait, pour nous qui traitons de la politique, enfin, pour moi qui suis journaliste politique, je me retrouve lors, par exemple, des révoltes urbaines là, de 2023, à voir une Marine Le Pen qui est un peu sur la retenue par rapport à des gens comme Retailleau et Ciotti qui n'étaient pas encore alliés et qui parlent de régression ethnique, enfin vraiment un vocabulaire qui est raciste, d'extrême droite, et donc est beaucoup plus extrême, beaucoup plus radical dans son expression que le RN, et qui pourtant ne sont pas classés à l'extrême droite, ne sont pas classables à l'extrême droite. Donc en fait, ça c'est compliqué, parce qu'il y a les idées, il y a le truc, etc. Et puis de même, la loi Asile et Immigration de Macron, qui a essayé d'introduire un peu la fin de l'automaticité du droit du sol, ou une forme de priorité nationale, et c'est aussi des idées d'extrême droite. Simplement, c'est pas le RN. Donc en fait, là, effectivement, tu mets le doigt sur un problème. C'est que qu'est-ce qu'on dit d'extrême droite ? En même temps, dire que LR est un parti d'extrême droite, à mon avis, est compliqué, quoi, parce que c'est pas totalement vrai non plus. Il faudrait dire que des idées d'extrême droite maintenant font partie du programme des LR, peut-être ? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais un type comme Retailleau, pour moi, c'est un type d'extrême droite, quoi. Tu vois, donc c'est... Retailleau reprenait énormément d'expressions de Jean-Marie Le Pen. Retailleau, c'est un type qui dit « Une société multiculturelle est une société multiconflictuelle ». C'est littéralement ce que disait Le Pen dans les années 90, quoi. Et Retailleau le disait dans les années 90, quoi. Donc c'est, en fait, c'est compliqué, effectivement. Là, on est un peu dans les marges, dans les franges, on est un peu dans la zone de gris, tu vois. Mais est-ce qu'il faut l'écrire, ça, que c'est quelqu'un d'extrême droite ? Et ça changerait quoi de l'écrire ? Moi, j'aurais, si tu veux, une sorte de réticence à l'écrire, de retenue à l'écrire, parce que Retailleau, dans sa pratique politique,
vient pas forcément de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les idées, mais il y a aussi l'histoire. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que le RN est un parti qui vient profondément de l'extrême droite, et qui le reste par ailleurs, etc. Mais LR vient pas de l'extrême droite, tu vois. C'est-à-dire qu'ils prennent plein d'idées d'extrême droite, ils sont, à mon avis, majoritairement d'extrême droite, mais historiquement, ils le sont pas. Donc en fait, il y a un peu une retenue. Tu vois, enfin, l'extrême droite, on se dit, c'est des mecs en Rangers dans la rue, quoi, tu vois. Et quand on voit un type, une espèce de petit marquis comme très classe, tu vois, comme Retailleau, etc., on a du mal à dire. Mais je dis que c'est sans doute faux, hein. C'est sans doute faux, hein. Je pense qu'on se dit plus ça. Les gens disent plus ça, les gens, sur les Rangers. Oui, c'est vrai. Qu'il y a une évolution de la manière dont on perçoit le RN ou les électeurs du RN. Ouais. Sauf que les Rangers, c'était une époque. C'était l'époque des années 90-2000. Ouais. Mais là, depuis 5 ans, vraiment, quand on parle du RN, on parle plus de Rangers. Ouais, non, mais bien sûr. On parle de Bardella le beau gosse. Ouais. On parle de Marine Le Pen et les chats. Ouais. Oui, on les a humanisés, finalement. Ouais, et ça a marché. Plus qu'on parle plus des Rangers, les gens assument de dire « je vote pour eux ». Parce qu'à l'époque, c'était dur de dire « je vote pour des Rangers ». Voter pour un chat, c'est possible. Et donc, ça s'est transféré. Donc, on se dit plus ça. Et c'est pour ça que les élus du RN et les dirigeants, ils ont accès à tous les médias, ils écrivent des livres, ils sont dans les émissions cool de télé, ils font des trends sur TikTok. Ouais, ils sont là, ils sont en place, parce que ça a évolué. Parce que le regard, et même nous, notre regard sur eux a évolué. Ouais. C'est que même nous, est dans le piège. Parce qu'à l'époque du Rangers, un mec du RN, jamais on lui parle. Ouais. Jamais on prend un café avec lui. Maintenant, on prend un café avec Bardella. Maintenant, on prend un café avec Marine Le Pen. En tant que journaliste. Ouais, et on discute. Ou pas. Je pense que demain, Bardella va dans la rue, et les gens prennent un café avec lui. Il y a énormément de patrons, de gens qui veulent les voir aussi, quoi. Qui osaient même pas, tu vois, dîner avec le diable, même avec une longue cuillère, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, ça, c'est des trucs qu'on a pas mal chroniqués dans l'IB. C'est quelque chose qui aurait été impensable il y a 15-20 ans. Et même les tracts dans les marchés. Ouais. Un gars ou une fille qui distribue des tracts du RN dans les marchés, c'était impossible avant. Maintenant, ils sont au marché. Et l'autre truc pour finir, c'est que même un mec comme Édouard Philippe, qui est ancien Premier ministre, qui dîne en cachette avec Marine Le Pen, ça fait la une de l'IB. Ah oui, c'est vrai. Il se justifie et il passe à autre chose. Il y a 30 ans, un ancien Premier ministre qui dîne en cachette avec Jean-Marie Le Pen, et ça fait la une des journaux, mais il est mort. C'est fini. Il est mort politiquement. Il est mort politiquement. Le Pen était le diable de la République. Aujourd'hui, c'est plus le cas, effectivement. Ouais. On peut se dire que le RN est d'extrême droite, pourtant c'est quelque chose, une dénomination que le parti réfute de plus en plus. Ouais. Pourquoi ? En fait, ils ont toujours réfuté l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, en fait, correspond à des mouvements politiques qui ont, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les années 30 et les années 40, en fait, ont collaboré avec l'Allemagne nazie, donc ont participé à l'idéologie et même à la déportation des Juifs en France, etc. Donc, en fait, il y a vraiment ce stigmate-là de la Seconde Guerre mondiale, quoi, qui a toujours posé problème, qui fait qu'on ne se revendique plus d'extrême droite. Dès les années 70, Le Pen disait qu'il n'était pas d'extrême droite. Les années 80, etc. Et d'ailleurs, il poursuivait en justice les journalistes qui écrivaient qui étaient d'extrême droite. Il y a un certain nombre de jurisprudences qui ont fait que la justice a autorisé les journalistes à écrire d'extrême droite, etc. Et puis plus récemment, il y a le Conseil d'État qui a dit que le RN était bien un parti d'extrême droite, au sens où sur les listes de la préfecture, etc., il était estampillé comme un parti d'extrême droite, mais le RN, évidemment, refuse d'être d'extrême droite, parce que le RN se dit pas extrême, il refuse d'être extrême. Et être d'extrême droite, ça veut dire le racisme, l'antisémitisme, etc. Quoi alors ? Alors, ça dépend. Il y a une partie des gens du RN qui se disent de droite populaire, de droite nationale un peu à l'ancienne, etc. Et Marine Le Pen se dit nationale, quoi. Marine Le Pen se dit ni de droite ni de gauche. Elle est comme Macron, quoi, en 2017. Un peu. Sauf que Macron, il a insisté quand même moins sur le caractère nationaliste, quoi. Tu vois. Elle vraiment, c'est moi, je suis patriote. En fait, ils se disent patriote, quoi. Surtout, c'est quand même ça, quoi, globalement. Le parti est connu, donc, comme vous disiez tous les deux, pour ses sorties franchement racistes. J'aimerais revenir à une période qui a été propice à ce défouloir raciste. C'est les élections législatives anticipées en juin dernier. L'immigration, si on commence à être envahi. On regarde rapidement le marché autour de nous, on peut pas dire non, mais ils sont pas là, parce qu'à ce soir-là, ils dorment. Bien sûr, il y a des gens qui sont maghrébins qui sont rentrés au pouvoir, en ministre, etc. Alors, moi, je sens que ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Vous savez, quand vous parlez avec des Asiatiques, on les entend jamais. Il n'y a aucun problème. Et j'ai des amis qui viennent du milieu islamique et il n'y a jamais de souci. Et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je l'ai pas écrasé avec ma moto. Et c'est pour ça que ça me fait un peu sourire lorsque on me traite de facho. Qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 brebis galeuses dans une organisation humaine, dans un mouvement politique, comme dans tous les mouvements politiques, on va faire la liste. Donc il n'y a que quelques brebis galeuses apparemment.
Non, alors le grand truc du RN, c'est de minimiser le nombre de brebis galeuses. C'est-à-dire que en fait, ça les a tellement pourris pendant les élections législatives qu'ils ont été obligés de reconnaître, oui, il y a des problèmes. Bardella a été obligé, sur le moment, de se désolidariser de pas mal de ces gens-là. Et puis, le temps faisant son œuvre, etc., quand ils sont rentrés en septembre politiquement, il n'était plus question de faire une trop grande introspection. En gros, ils ont mis la poussière sous le tapis, ils ont dit, OK, il y en a quoi ? 5, 6, 10 maximum. C'était d'ailleurs souvent de la maladresse. Donc, en fait, le parti ne fait aucune introspection et aucun réel mea culpa. D'ailleurs, dans son livre, Bardella vraiment insiste là-dessus, quoi. Il dit franchement, il y a une poignée d'individus qui ont posé problème sur des centaines, etc. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de problème, etc., quoi. Ce qui est faux évidemment, c'est plusieurs dizaines. C'est très intéressant que Bardella minimise le truc parce que ça prouve vraiment que le problème, il est systémique, quoi. Si Bardella avait dit, OK, il y a un vrai problème, on a des racistes chez nous, je le savais pas, c'est terrible, mais on va faire en sorte de purger tous les racistes, etc. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Là, moi, tu te dis, bon, c'est bizarre, c'est con, etc. Ça veut dire qu'il veut régler le problème du racisme. Là, dire qu'il y en a 4-5, alors il y a évidemment un problème plus important. Et qu'on a des preuves, en plus. Et qu'on a des preuves, ça veut dire que le mec, en fait, est conscient du caractère systémique du truc. Il est conscient du fait que ça lui a posé problème parce que ces gens-là ont été découverts, mais que fondamentalement, pour lui, c'est pas un problème. C'est juste qu'en fait, le problème, c'est d'avoir été chopé le doigt dans le pot à confiture, quoi. On a vraiment eu 3-4 semaines de défouloir raciste. Pourquoi, d'un coup, on a vu tout ça ? Je pense pas que c'était un défouloir. Déjà, c'était un défouloir parce que c'était une période tendue. Donc les gens vont parler plus politique. Mais c'est simplement qu'on a ordonné plus le micro. C'est une période où les gens parlaient beaucoup politique. Donc moi j'aime les brebis galeuses. C'est vrai. Parce que le RN est un parti hypocrite. Il parle plus trop du racisme. Il dit plus trop de folie et de dinguerie. Parce que l'électeur raciste sait qui ils sont. Oui. Ils disent plus rien, en fait. Les gens savent pour qui ils votent, en fait. Donc en gros, ils disent, nous, on dit pas des trucs de fous. Parce que les gens savent que les fous, c'est nous. Donc pas la peine d'aller aussi loin. Les brebis galeuses, elles, nous rappellent ce qu'ils sont. C'est les moins hypocrites en même temps. Et donc la période où il y a plein de dingueries, comme tu dis, c'est une période où les gens ont beaucoup parlé. Et ce qui est drôle dans le système médiatique, c'est que pendant 11 mois et 15 jours, c'est porte ouverte, tranquille, cocktail, prête à 15 jours où c'est hyper chaud, il y a un second tour, et là on se réveille. Ah bon, ils sont racistes ? Tiens, on va faire une sur eux, ils sont racistes. Mais pourquoi on n'a pas fait la une il y a un mois ? Il y a un truc de 15 jours de panique où là on dit... Vite, il faut qu'on aille voir les électeurs du RN, il faut qu'on leur pose des questions, il faut faire le RN est dangereux pour les Arabes, dangereux pour l'écologie, dangereux pour l'économie, dangereux pour l'Europe. Et là, on se souvient. Mais pendant 11 mois et 15 jours, la vie est belle. Mais c'est une fois qu'on voit en fait qu'ils peuvent arriver aux portes du pouvoir que là, on commence à paniquer, c'est ça ? Ouais, et là on dit qui ils sont, ensuite ils perdent, et après on recommence. Après on oublie. On oublie et on repart à zéro. Et c'est un système qui est hyper dangereux. Et donc là on dit, mais il y a 15 jours, on disait que c'était un danger, et là il est avec son chat à la télé. Bah ouais, et ça repart. Et ça, c'est ça qui est hyper dangereux. Et donc les brebis galeuses, elles nous rappellent toujours qui ils sont. Donc voilà, merci à elles. Avant le Rassemblement national, il y avait le Front national, fondé par Jean-Marie Le Pen. En 1972, lorsque le père Le Pen fonde le FN, qui est-il ? Alors, Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui, en 72, est paradoxalement un peu déjà un vieux de la politique, quoi. Donc, il a une quarantaine d'années. Et en fait, il a déjà été 2 fois député dans les années 50, dans un mouvement déjà d'extrême droite, qui était le mouvement qui était fondé par Poujade, qui s'appelait l'Union de défense des artisans et des commerçants, qui était un mouvement de défense des petits artisans, des indépendants, quoi, de cette France indépendante qui refusait le salariat. Le mot poujadiste vient de lui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est ça. Et en fait, le Pierre Poujade, voilà, donc le poujadisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une défense des indépendants contre à la fois les gros. Donc les gros, c'est quoi ? C'est les trusts, c'est les grandes entreprises, etc. Donc c'est cet idéal, tu vois, de l'épicier, du boucher, du commerçant indépendant, quoi. Travailleur et méritant, c'est important parce que c'est encore quelque chose qu'on retrouve au RN aujourd'hui. Il y a des formules poujadistes, etc. Et puis c'est aussi un mouvement qui était profondément antisémite, attaché à la défense de l'empire colonial. Et justement, là-dedans, Le Pen, dans les années 50, se distingue parce qu'il démissionne de son mandat de député pour aller se battre donc en défense de l'empire, d'abord en Indochine, et puis en Algérie. Et donc, il revient, et puis voilà. Et puis ensuite, il est balayé globalement... à la fin des années 60, par la vague gaulliste, etc. Et en fait, donc, dans les années 60, l'extrême droite se réorganise, autour notamment de la défense de l'Algérie française, donc l'Algérie qui devient indépendante en 1962, l'extrême droite qui continue de travailler dans la clandestinité avec l'organisation armée secrète, l'OAS, qui fait des attentats, qui refuse ça, etc. Et qui, en fait, l'extrême droite se ressoude un petit peu autour du racisme et de la défense de l'empire colonial.
Ok, donc bon, ça marche pas. C'est des groupuscules qui se déchirent entre eux, tout ce que tu veux. Et en 1972, tu as un des groupes d'extrême droite étudiante, si tu veux, les plus importants, donc qui pour eux sont fascisants, qui se réclament de l'idéologie fasciste, hein, vraiment. Pas au sens où aujourd'hui on dit wow, c'est un fasciste pour dire qu'il est d'extrême droite. C'est vraiment l'idéologie de Mussolini, d'Hitler, etc. Et donc en 72, tu as ce groupe-là qui s'appelle Ordre Nouveau, qui en fait se dit que le coup de poing dans la rue ne marche plus et qu'ils ont besoin d'une figure, qu'ils ont besoin en fait d'une coalition électorale avec un leader, mais un leader qui est un peu quelqu'un qui va rassurer, tu vois, parce que les mecs d'Ordre Nouveau, c'est des mecs avec des casques, des matraques, qui se battaient dans la rue, quoi. Donc on a besoin d'un type un peu rassurant, un peu ancien, et qui pose pas trop de problèmes, c'est-à-dire qui est un petit peu isolé. C'est Jean-Marie Le Pen, qui a l'avantage d'être un ancien parlementaire, d'être un peu âgé, puis d'être un peu has-been déjà. Donc en fait, c'est un petit peu ça. Et en fait, ce qui se passe en 72, c'est que Jean-Marie Le Pen arrive, bon, il prend en charge le parti, il prend le pouvoir sur le parti, et en fait, on s'aperçoit que c'est un type redoutable qui va vite en fait mettre la main sur le parti, virer les petits fascistes d'Ordre Nouveau, etc. Et Jean-Marie Le Pen, ce qu'il fait, c'est qu'il va réaliser le compromis nationaliste. Qu'est-ce que c'est que le compromis nationaliste ? C'est encore un terme maurassien, hein, donc vraiment Charles Maurras, qui est le théoricien du nationalisme intégral et de l'action française à la fin du 19e et première jusqu'à Vichy, quoi. C'est vraiment le mec qui a posé toutes les bases idéologiques et théoriques de l'extrême droite en France. Et ce compromis nationaliste, c'est la réunion de toutes les chapelles de l'extrême droite dans un même parti, parce que c'est plus important, si tu veux. Donc en fait, ces chapelles qui se tiraient dessus, les fascistes, les royalistes, les nationalistes révolutionnaires, les solidaristes, enfin, c'est plein de petits trucs qui aujourd'hui ne nous disent plus rien, mais à l'époque, les réunir au sein d'un même truc qui s'appelait le Front National était assez fort. Et en fait, ça a été toute la force de Jean-Marie Le Pen, c'est d'avoir réuni toutes les composantes de l'extrême droite. Tu avais des néo-païens. Alors les néo-païens, globalement, c'est des mecs un peu qui descendent des nazis et qui disent que globalement, le christianisme, c'est pas bien. Et tu as les catholiques traditionnalistes, tu vois, enfin, plein de partis, plein d'idéologies qui se détestent entre elles, etc. Et Jean-Marie Le Pen, c'est le mec qui fait le compromis national. Il arrive, et qu'est-ce qu'il fait ? Il est aidé par un mec qui s'appelle François Duprat, donc qui va mourir dans un attentat en 78, qui est un des pères du négationnisme. Enfin, ils viennent de là, hein, tu vois. Le Pen vient vraiment de là, etc. À la Fondation, il y a des anciens français qui ont combattu sous l'uniforme nazi, des anciens miliciens, donc des collabos en fait qui étaient chargés d'arrêter les Juifs et les résistants pendant la guerre. Et donc ce François Duprat, en fait, avec Le Pen, ils vont élaborer en fait une doctrine, parce qu'en 72. Le Front National, il est surtout, en gros, c'est l'extrême droite qui est contre De Gaulle et très anti-communiste. On parle pas trop d'immigration en 72, encore. Et puis le chômage arrive, et avec ça, le FN va élaborer le slogan qui en fait va faire sa marque de fabrique, et qui en fait résume toute l'histoire du FN, c'est 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Mais c'est parfait que tu dises ça, parce que je voulais vous faire écouter Jean-Marie Le Pen pour vraiment expliquer que la matrice raciste, comme tu dis, elle est quand même en place très rapidement dans le discours du Front National. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Tant que je ne serai pas peint en noir, je ne serai pas antiraciste, bien sûr. J'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Du côté de au lieu de voir des Arabes. J'aime beaucoup la dernière. Pourquoi ce choix directement d'aller du côté de l'immigration et donc d'installer en fait cette matrice raciste ? Parce qu'il y a des débouchés électoraux. Arrive justement cette question de la crise économique qui crée le chômage. Et la gauche s'empare pas encore de la question migratoire comme d'un problème à dénoncer. La droite non plus. Donc en fait, c'est le FN qui, dans les années 70, pisse un peu sur le créneau, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Et c'est à cette époque, en 78-79, où il y a lieu les premiers morts, les premières ratonnades. À Paris, dans les quartiers et en province. En gros, quand le FN de l'époque devient beaucoup plus sérieux et il y a une doctrine, et bizarrement, c'est à ce moment-là où les gens commencent à tuer des Arabes, que ce soit les forces de l'ordre ou les militants du RN. Donc c'est drôle de relier un peu les deux, quoi. C'est qu'en 72, pour moi, ils commençaient, je sais pas si c'est à partir de 78, 79 que commencent vraiment les ratonnades. Beaucoup.
Et c'est là que il y a Le plein pic, en tout cas. ouais, arrive à plein de faits Ouais. divers en 78, 79, 80. Et d'où après la marche pour l'égalité qui vient après. Qui vient de là. Oui, qui vient de effectivement. beaucoup de morts, ou des gens qui sont. Je crois Ouais, que c'est à mais Strasbourg, un mec qui alors- s'est tué dans le train. Quand il vient en France, il y a l'OAS, il y a toujours eu des morts. Il y a hein. 73 Donc, là à Marseille. À À Marseille, il y a toujours eu des morts. 72 à Barbès, comme on a parlé avec Ajar Ben Moubacar. Il y a toujours eu des morts, mais il y a un pic en 78 où les gens aussi se. Et de l'autre côté, les Arabes se rebellent. Ils disent stop. Ouais. Mais alors, en fait, c'est dans le lien de cause. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Enfin, si tu connais mieux. T'as intérêt. Mais le RN, en vrai, en 78-79, il n'existe quasiment pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit groupuscule. Et d'ailleurs, en 81, Le Pen n'arrive même pas à se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il a réuni pas il a pas ses signatures, etc. Donc, il est évident que des militants du FN se sont toujours adonnés à ces ratonnades, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la montée du FN, en fait, arrive plutôt après. C'est-à-dire qu'en fait, elle arrive en 83. 83, c'est là où il y a des bons résultats au municipal à Paris, à Dreux. À Dreux, ils font 17%, ils s'allient avec la droite. Et puis en 84, ils font 10% et ils font 10 députés européens aux élections européennes. Et en fait, je ne sais pas s'il y a un truc de cause à effet, mais avant, le FN n'existe quasiment pas. Après, le FN permet aussi de canaliser une violence raciste et de la déverser dans les urnes. Hein. Il y a aussi ça quand même qui existe. Mais bon, il y a toujours eu des mecs du FN qui collaient la nuit, qui croisaient un travailleur immigré qui rentrait chez lui, qui lui tirait dans le dos. C'est arrivé plusieurs fois, quoi. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, l'existence d'une marche pour l'égalité des droits, etc., a pas provoqué chez un certain électorat un truc de peur et de se dire, bah vas-y, je vais voter contre les gens qui sont contre ces gens-là, tu vois. Non, je pense pas. Je me demande. Non. Je pense quand même que c'est la crise économique. Oui, bien qui sûr. les pousse en premier lieu sur le truc. Et après, il y a le slogan qui est hyper fort de Jean-Marie Le Pen, qui ajoute de la tension et que les gens basculent. Mais sans crise économique, Jean-Marie Le Pen, il est mort, quoi. Et donc, puis après, il y a aussi toutes les crises politiques jusqu'aux années 2000 qui font que le FN gagne du terrain. Et donc, la haine anti-immigrés, anti-maghrébins, anti-arabes ne fait que s'accroître. Après 81, Jean-Marie Le Pen monte en puissance. Il ne s'arrête plus, en fait. Et donc, après, il y a des piliers, des caps qu'il franchit à chaque fois, à chaque élection. Il n'y a qu'une élection où il foire, je crois que c'est l'élection de quand Hollande gagne. C'est déjà lui? C'était la dernière? Non, c'est 2007 où il foire. Quand Sarkozy gagne. Voilà. Est-ce que Sarkozy lui prend beaucoup de son électorat? C'est la seule fois, entre 81, après qu'il n'arrive pas à être candidat présidentiel, sa première vraie défaite est 2007. Mais entre-temps, il passe des caps. Mais c'est fou qu'il arrive à passer autant de caps avec un discours qui est quand même aussi violent. Lui, il te répondra que c'est grâce à ce discours-là. Le Pen, il disait qu'un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Il disait ça à sa fille quand il critiquait le fait qu'elle voulait dédiaboliser le parti, c'est-à-dire faire moins de dérapage, moins de saillies racistes, etc. Il dit un Front National gentil, ça n'intéresse personne. C'est la violence raciste du FN, c'est sa violence anti-système, etc. C'est ses bons mots antisémites, etc. qui ont permis justement de faire du FN cette espèce de truc qui était conspué par tout le monde et qui fait qu'il y a à la fois les racistes, les antisémites qui se retrouvent dedans, mais aussi tous les gens qui disent vu que c'est un parti seul contre tous, je vais aller dans ce parti-là parce que je déteste les autres. Il y a aussi ça quand même. Pourtant, lui, il dit qu'il n'est pas raciste, Jean-Marie Le Pen, parce que, par exemple, il a fait une interview, je crois, en juin 2014 sur BFM. Il dit, mais moi, je suis pas raciste. Ouais, mais personne dit qu'il est raciste, tu vois. Enfin, franchement, à part 2-3 idéologues nazis, les gens disent je suis pas raciste, mais tu vois. Je suis pas raciste, mais c'est vrai que les Arabes, voilà, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de cette politique de dédiabolisation qui a vraiment... Marine Le Pen a voulu rebrander, vraiment changer l'image du parti. On est 52 ans après la création du FN. Est-ce que le RN suit-il toujours les mêmes pas que le Front National? Il y a eu pas mal de changements, vraiment, et aussi des continuités, quoi. Donc si on regarde quand même en arrivant quand même entre 2012 et 2017, Marine Le Pen a quand même pas mal fait évoluer son parti sur pas mal de points, notamment les questions qui ont trait aux mœurs, au sociétal, comme on dit aujourd'hui. Donc le FN était pour revenir sur la loi autorisant l'avortement. Marine Le Pen a changé ça. Aujourd'hui, le FN ne défend plus la peine de mort. Enfin, il voulait rétablir la peine de mort, c'est plus le cas. Un certain nombre de marqueurs comme ça. Le FN voulait interdire la double nationalité, Marine Le Pen, en 2022. Donc, c'est aussi des évolutions qui sont faites un peu sur le temps long. En 2022, pendant la campagne, Marine Le Pen a dit que dans la France dirigée par Marine Le Pen, il pourrait y avoir des gens binationaux. Donc, c'est des évolutions qui sont super importantes quand même. Ce qu'elle dit, c'est qu'il peut y avoir des gens binationaux en France sous ma présidence, mais pas de gens très haut placés dans les postes importants
avec 2 nationalités. Mais en quoi ça c'est raciste par exemple? Préférence nationale. Et 2, si un enfant qui est né en France, qui grandit en France, qui est français et qui a des parents marocains et qui a 2 passeports, un français et un marocain, elle dit lui non, il ne peut pas être ministre parce qu'il est franco-marocain, alors qu'il est né français. Oui, surtout il y a le soupçon de il va trahir la Bien France sûr. pour le Maroc. Oui, la double allégeance, ouais, bien sûr. Bah oui, c'est dire que certains Français ne le sont pas vraiment, le seront jamais vraiment, tu vois. De fait, elle a fait évoluer son programme. C'est quelque chose auquel on est confronté. Le FN d'aujourd'hui, c'est plus le même qu'avant. Et puis en même temps, il y a énormément de choses qui restent. Et la principale chose vraiment, c'est ce référendum sur l'immigration qu'elle veut faire et qui permet en fait globalement de supprimer le principe d'égalité de la Constitution. Et le principe de l'égalité, c'est traiter tous les citoyens, tous les gens sur un territoire légaux de la même façon. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la préférence nationale ou la priorité nationale. Le terme que j'aime pas trop utiliser parce que en fait, c'est un terme qui est marketing. Globalement, la priorité nationale, si tu veux, elle existe déjà. Les Français peuvent voter, les non-Français ne votent pas aux élections nationales, tu vois. Donc en fait, ça existe la priorité nationale. Donc eux, ils disent mais attendez, c'est le principe de la nation de faire ça, etc. Donc en fait, c'est pour ça que au lieu de parler de priorité nationale, il faut parler de discrimination des étrangers sur un certain nombre de prestations sociales auxquelles ils ont droit, auxquelles ils cotisent et auxquelles vraiment leur présence sur le territoire leur donne droit. Parce que tout ça, c'est important. Enfin, c'est vraiment, et c'est là où on revient à la Seconde Guerre mondiale, etc. Et c'est super important pour ça. C'est pour ça que le FN plonge vraiment ses racines dans l'extrême droite, c'est-à-dire Vichy, c'est-à-dire l'extrême droite. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a traité différemment les étrangers des Français, les Juifs étrangers des Français. C'est-à-dire qu'on a commencé à déporter les étrangers, puis ensuite on a déporté tout le monde, etc. Preuve que en fait, c'est moins les étrangers qui sont visés par l'extrême droite que toute une population. Enfin, globalement, c'est pas juste l'Algérien non français qui est visé, c'est aussi le mec d'origine algérienne, etc. qui pose problème dans l'extrême droite. C'est pas juste un statut, quoi. Donc après avoir fait ça, avoir vraiment déporté des étrangers, etc. à la Seconde Guerre mondiale, on a inscrit la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, dans le préambule de la Constitution, qui nous oblige en fait à considérer l'humanité comme, mais tous les hommes, comme ayant un certain nombre de droits en commun. Donc le droit, par exemple, aux prestations sociales, à être traité comme un Français, même s'il n'est pas français, sur un territoire, parce que juste en fait, on fait pas de distinction entre les individus. Et ça, c'est là-dessus sur lequel le FN veut revenir. Et c'est la raison pour laquelle, fondamentalement, le FN n'a pas changé et défend à peu près toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire vraiment la discrimination légale, l'épuration du corps social de ces parasites que sont les étrangers, quoi. Donc c'est pour ça que, même si effectivement le FN a évolué sur un certain nombre de trucs, machin, son programme reste profondément similaire à celui de ces 50 dernières années. Le mec qui dit que les binationaux, il y a des franco-maghrébins qui sont arrivés, etc. Le mec, il est député. Il est député depuis 2022. Il était député, donc c'est pas le mec, le militant raciste, etc. C'est un député, donc ça fait partie des mecs qui élaborent la loi et qui font partie du top de la crème du RN. Il y a un autre député qui s'appelle Roger Chudeau, qui a fait une autre sortie raciste sur Najat Vallaud-Belkacem. Lui, il n'a pas été exclu du groupe. Hein. Le premier il a été exclu du groupe. Ça les empêche pas d'être copains. Hein. Pourquoi tu veux le virer? Comment? Pourquoi tu veux le virer du groupe? Parce qu'il a dit un truc raciste. C'est quand même interdit par la loi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que il dit le programme qui est intégré en eux. Oui, mais qui n'est pas écrit. Mais qui est pas écrit. Le programme, c'est tous les Français se valent sans distinction d'origine, de religion, de race, de tout ce que tu veux. Oui, ça c'est leur pensée, mais c'est leur pensée qui reflète en fait le programme. C'est pour ça que le programme, c'est pas en lisant le programme que tu vas comprendre ce que c'est que le RN. Tu vois, le programme dit on ne fait aucune distinction entre les Français. De quelque origine. Et derrière, tu t'aperçois qu'il y a 2 députés qui considèrent qu'une franco-marocaine a délibérément saccagé l'école en France parce que elle est aux ordres du Maroc. Faut pas juste lire le programme du RN et c'est ça qui est compliqué, quoi. Et c'est pour ça que il y a des moments de vérité où les mecs en fait disent ce qu'ils pensent. Et les fameuses brebis galeuses dont Rachid parlait. Exactement. Dans le livre Le Pen et la torture, l'historien Fabrice Rissé-Pouty dit avoir écrit ce livre pour que l'on n'oublie pas collectivement d'où vient le RN, le Rassemblement national, et il écrit au sujet de la participation de Le Pen à la guerre d'Algérie qu'elle n'est pas un point de détail, je cite, dans sa biographie politique, ni surtout dans l'histoire du lepénisme, dont la matrice coloniale et raciste est aujourd'hui souvent ignorée, alors qu'il triomphe idéologiquement sous nos yeux et que son dernier avatar est aux portes du pouvoir. Est-ce qu'on est en train d'oublier collectivement le passé du RN, Rachid ? Oui, je pense que la partie Algérie, on l'oublie, mais on l'a très peu mise en valeur.
C'est-à-dire qu'on en parle, c'est là, Jean-Marie Le Pen a fait l'Algérie, a torturé, mais ça n'a jamais été un grand débat. Et ce livre qui est super le raconte bien. Il y a eu d'autres émissions qui ont raconté, d'autres Libération a fait des enquêtes aussi. Avec Le Monde. Oui. C'est vraiment Libé et Le Monde qui ont été fer de lance là-dessus. Ça a été fait, mais je parle de grands débats, de grandes opinions. Mais en même temps, la guerre d'Algérie est aussi un tabou pour toute la France. Donc c'est plus compliqué, en fait. Parce qu'elle mêle beaucoup plus de monde. Donc c'est un sujet qui clive encore, qui est tabou. En tout cas, on n'adresse pas collectivement ce qui s'est passé en Algérie ou ce qu'a fait Le Pen en Algérie. Ce qu'a fait Le Pen en Algérie, ils sont beaucoup l'avoir fait. Et pas que pas que des gens du FN. Oui, mais là, c'est quand même le président d'un parti. Oui, je suis d'accord avec toi, mais sauf que le problème de l'Algérie n'est pas encore un problème réglé pour la France. C'est une douleur qui est encore là, et donc maintenant ça commence à être fait. Il y a un livre et tout. Je parle des années 80-90, très dur d'en parler. Si tu es Jean-Marie Le Pen, ouais, t'as torturé, et toi, t'as fait quoi? Ah, moi. Et en France, il y a beaucoup de pieds noirs qui sont encore là, il y a beaucoup qui sont encore en vie, qui sont encore en colère. Et le pied noir est une fabrique à lecteurs du RN. Ouais. Le FN, c'est une réunion d'anciens collabos, mais c'est pas que ça. Tu vois, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut critiquer le FN, on fait vous êtes un parti qui a été fondé par des nazis. Ok, c'est vrai. Il y avait beaucoup, mais il y avait aussi 2-3 résistants, notamment un des plus proches de Le Pen qui s'appelait Roger Hollindre. Ce qu'on dit pas, c'est que Georges Bidault, donc lui, il est vraiment resté une semaine, mais Georges Bidault, qui était le successeur de Jean Moulin, le successeur de Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance, a été approché pour fonder le FN. Ok, et il est resté une semaine. Après, il s'est cassé, etc. Quoi, parce que ça lui allait pas, tout ce que tu veux. Donc en fait, il y avait 2-3 résistants et beaucoup de collabos. Qu'est-ce qui a réuni tous ces gens qui se sont combattus dans les années 40 pour se dire vas-y, maintenant on est tous frères, etc. C'est la colonisation. C'est le fait qu'il y a des anciens résistants qui se sont impliqués dans l'OAS, qui se sont impliqués dans l'Algérie française, qui ont considéré que De Gaulle avait trahi la France, etc. Et qui là ont retrouvé d'anciens collabos, et tout ce magma-là en fait a pris sur quoi? Sur la matrice coloniale. Pour moi, ça, c'est vraiment la matrice fondamentale du FN, plus même que celle de la collaboration et de Vichy, etc. C'est vraiment la matrice coloniale, quoi. Le nombre de mecs qui me disent sur le terrain, mais parfois des députés qui disent la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Disent la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Au-delà de ça, qui est de la folie, parce qu'elle est finie, la guerre, au cas où il y a un doute. Depuis 1962. Au-delà de ça, il y a aussi un truc, c'est que l'Algérie reste la figure de l'immigré. Ça reste très fort et central. Quand Ciotti fait à l'époque il était encore à LR, un tract 1, 2, 3, rentrez chez vous, il met le drapeau de l'Algérie. Donc quand tu parles avec des politiques d'immigration, à droite, extrême droite, et tu en parles, quand ils disent par exemple, un exemple, en Algérie, tout de suite, l'Algérie reste un pays hyper clivant et hyper central dans la communication anti-immigration et contre les immigrés. Ah, moi, j'ai une question à poser à M. Massol. Je peux lui poser ou pas? Tu peux lui poser. Monsieur Le Pen est malade, je crois. Ils ont tout fait pour prendre de la distance avec le père. Comment ils vont faire pour l'enterrer? Ah, c'est une bonne question. Je veux une réponse. Ah, je sais pas, je suis pas dans leur tête, tu sais, mais non, ça va être compliqué. Moi, un des éléments de réponse que je peux te donner, c'est que pour les 50 ans du parti, donc en 2022, ils ont donc fait un colloque pour parler de l'histoire du FN, etc., où Jean-Marie Le Pen n'était pas invité. Pourtant, à l'époque, il pouvait se déplacer. Et où Jean-Marie Le Pen n'était quasiment pas cité. Et pourtant, c'est lui l'histoire du FN. Et pourtant, c'est lui l'histoire. Pendant 4 décennies, ça a été lui l'histoire. Donc, en fait, ils sont emmerdés, quoi. C'est espèce d'ombre. C'est compliqué parce que ils tirent leur légitimité du fait que ça fait 50 ans qu'ils disent la même chose. Et en même temps, pendant 50 ans, ils ont... Enfin, il y a beaucoup d'électeurs du FN aujourd'hui qui n'auraient pas voté Jean-Marie Le Pen parce que ça faisait peur, etc. Donc ils sont emmerdés. Et franchement, ça va être compliqué ce moment. Ouais, ça va être super compliqué. Lors du premier tour de l'élection législative anticipée, il y a 12 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. C'est des chiffres vraiment sans précédent. Pourquoi le discours du RN plaît-il autant? À ton avis, Rachid? Moi, j'ai fait une série en Seine-Saint-Denis où le RN a fait des bons scores, c'est pas des très bons scores, je crois autour de 20%, ce qui est énorme pour le département. Et j'ai rencontré 3 familles qui votent RN. Et ce qui est assez flippant, c'est que des fois, tu parles à des gens qui n'ont pas trop de raison, quoi. Et donc, j'ai passé du temps avec un jeune de, je sais plus, je crois qu'il avait 20 ans, 21 ans, je suis allé avec lui au sport et tout. Et il me parlait de Bardella avec des mots doux. Et j'ai dit, mais t'es raciste? Non, je suis pas raciste, mais il parle comme moi, il me ressemble physiquement sur le mode, il est jeune, il fait du sport comme moi. Et ça, c'est hyper perturbant. Et donc, dans 12 millions, il y a plein de trucs qui se mélangent. On en parlait tout à l'heure au début, c'est tout ce qui est social, et ensuite, il y a le mais qui arrive, qui ramène le reste. Et il y a aussi les gens qui se voient en Bardella, parce que les 12 millions, Bardella, pendant cette élection, était au centre de la pièce, et tout le monde parlait que de lui. Donc, beaucoup se sont vus en lui. Et d'autres qui disaient, je kiffe Bardella,
On dit, mais quand même, ce mec au pouvoir peut faire du mal aux immigrés. Il dit, les pauvres immigrés. Mais quand même, je le kiffe. Pourquoi les gens votent RN? Quand tu as 12 millions, il n'y a pas une raison. Il n'y a pas 12 millions de raisons. Il y a plein de raisons. Il y a les racistes, il y a les dégoûtés, il y a les dépités, il y a les complotistes, il y a les jeunes qui font de la muscu et qui se croient beaux comme Bardella. Il y a les TikTok, les stories de Bardella qui ont eu des gens. Et donc, c'est un mélange de plein de gens. Je pense que si on fait une photo de classe des électeurs du RN, elle sera très blanche et très différente. Le vote RN est un vote raciste au sens où c'est un vote qui racialise des questions sociales, etc., et qui globalement pose la solution dans la discrimination de gens sur ce qu'ils sont, etc. Mais enfin, il y a des racistes qui votent pas RN, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. Et puis dans les années 70, la France était beaucoup plus raciste, il y avait beaucoup plus de racistes et le RN faisait des scores nuls, quoi. Comment? T'en es sûr de ça? Ouais. Bah ça pour le coup globalement. C'est une vraie question. Ouais. Franchement, en vrai, ça pour le coup, il y a quand même pas mal d'études qui montrent, et notamment la dernière, celle de Vincent Tiberi, etc., qui montrent que globalement le niveau de racisme baisse. Et donc en fait, voilà quoi, c'est comment concrètement t'expliques ce paradoxe-là. Moi, c'est parce qu'il y a certaines prises de position du RN qui ne sont plus vues comme racistes, mais comme banales. Bien sûr, mais je pense aussi que le truc, c'est que dans les années 70 et dans les années 80, il y avait des alternatives crédibles, la gauche, etc., qui faisaient que même si tu étais raciste, même si tu n'aimais pas certaines populations, tu disais, bon, le plus important, globalement, c'est quand même la lutte des classes, avant le racisme, etc., quoi. Ou alors, c'est le marché, tout ce que tu veux, machin. À partir du moment où tu as plus à mon avis, là, c'est une hypothèse que je fais, ce que je ressens en parlant aux mecs, etc., à partir du moment où tu n'as plus, en fait, cette hypothèse, on se dit un peu qu'on a essayé la gauche, ça n'a pas marché, tu vois, qu'on a essayé la droite, c'était pas si efficace que ça. Tu arrives avec un truc où tu te dis, mais bon, on n'a pas énormément de marge de manœuvre en France, parce qu'il y a l'Europe, parce qu'il y a la mondialisation, etc. Donc, on va pas faire le grand soir. En revanche, il y a un truc qu'on peut faire, c'est priver les étrangers des allocs. Ouais. Ça permet de dégager un peu de cash, et ce qui me permet, moi, par exemple, de pouvoir continuer à toucher le RSA, de pouvoir continuer à toucher le chômage. C'est-à-dire, en gros, ne pas trop changer mon mode de vie pour ne pas continuer à me dégrader dans l'échelle sociale, etc. Et ça, je pense que c'est un petit peu un des moteurs du vote RN. La racialisation de la politique permet, en fait, à un parti qui en fait son fonds de commerce de vivre et de faire des bons scores, quoi. C'est ça, en gros. Rachid en parlait tout à l'heure et c'est important d'y revenir, c'est la place des médias dans la montée du Rassemblement national. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Quelle est notre faute à nous, les médias? Je pense que c'est hyper dur de dire les médias. Moi, je parle beaucoup des journalistes politiques. Pourquoi? Parce que souvent, je dis qu'on est des gens, on est humains, et que quand on traîne trop avec une personne, forcément, l'humanité prend le dessus. Et que quand on couvre le RN, qui est une matière différente, peu importe pour qui on travaille, peu importe où on travaille, à force de traîner avec la personne, d'échanger avec la personne, de parler avec la personne, nous aussi on met des mais. Dans le sens, il est raciste, mais il est sympa. Il est raciste, mais il me donne des infos. Il est raciste, mais on discute bien. Et donc du coup, ça se ressent dans le travail. On pourrait parler des médias, CNews, c'est un sujet, tout le monde le connaît. Je parle juste des petits journalistes, comme lui, comme moi, et comment faire face à la machine RN. Comment faire pour garder la distance? Moi, je pense qu'on va faire c'est pas rester trop longtemps. Voilà, plus on reste longtemps et plus on tombe dans le piège. Et l'autre truc, c'est qu'on fait un métier avec beaucoup d'ego et qu'on est attiré aussi par le pouvoir et la lumière. Et le fait de nous-mêmes, je raconte moi dans le livre, quand je vais à l'Élysée, dans ton livre, hein. Quand je vais à l'Élysée et je mange avec François Hollande, et ça fait un truc. Même si je dis je m'en fous, je fais tout. Au fond, moi, ça fait un truc quand même. Et donc côtoyer Marine Le Pen et parler avec elle, ça fait un truc. Ouais. Et l'imaginer au pouvoir et la suivre au pouvoir, ça fait un truc. Et ces trucs-là sont hyper dangereux. Et moi, je pense que cette question-là est une vraie question démocratique. C'est pas une question d'égo, c'est une vraie question démocratique. C'est comment on fait pour mieux traiter l'info. Là, on parle du RN, mais c'est en général. Et donc, c'est un investissement global qui est dangereux. Et c'est eux qui sont vainqueurs. Nous, journalistes, on pose des questions à tout le monde, aux facteurs, aux policiers, aux politiques, aux fleuristes, aux commissaires, et pas à nous. Je m'interroge sur comment on travaille, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et comment on pourrait faire mieux. Et je pense qu'on pose des bonnes questions et qu'on répond à ces questions, et ça fait qu'on pourrait mieux travailler et que une rubrique comme le RN pourrait être mieux traité. Que moi, je trouve qu'il est très maltraité. Pourquoi il est maltraité, le RN, aujourd'hui? Parce que le RN est traité très très souvent de manière politicarde. Dans le sens, là, le sujet, c'est est-ce que le RN va voter la motion de censure? C'est une vraie question très très importante. Je ne dis pas que c'est pas important. Mais on raconte ça sur le mode coulisses. Le RN et motion de censure. Alors, Marine Le Pen a vu hier Chenu au café. Ils ont discuté et ils se sont dit est-ce qu'on vote ou on vote? Bref.
Là, j'invente, mais... Oui, c'est surtout, c'est limite plus Marine Le Pen a vu Chenu pour l'engueuler parce que il a dit du mal de Bardella à telle réunion, coulisses, tu vois. Voilà. C'est vraiment Barnier des trucs sans intérêt, qui désidéologisent totalement le truc, quoi. Voilà. Et tout ça fait qu'on rend le truc beaucoup moins important et beaucoup plus séduisant à suivre. Il faudrait le couvrir comment alors, le RN? Avec de la distance, c'est-à-dire que dire aux gens, tu vas sur le RN, comme à l'AFP, tu fais 4 ans et tu te barres, pas plus de 4 ans. Et 2, je pense qu'il faut être hyper transparent. On dit pas aux gens comment on travaille, on dit pas aux gens comment on couvre, on dit pas aux gens les liens qu'on a avec les gens du RN. Et ça aussi, ça fait un truc de derrière le rideau. En fait, ils sont tous copains, journalistes et politiques. Moi, je pose la question. Moi, j'ai pas toutes les réponses, vous savez. Je pose la question. Est-ce qu'on doit traiter le RN comme tous les partis politiques? Moi, je pense que non. C'était ma question finale. Voilà. Incroyable. Moi, je pense que non. En fait, c'est quoi traiter le RN comme tous les partis politiques? C'est quoi concrètement? Moi, je pense que j'établis une méthodologie avec le RN. Enfin, en gros, j'essaye de faire mon travail, quoi. C'est-à-dire que globalement, je recoupe les faits, je varie les sources, je décris ce que je fais, tout ce que tu veux, machin. Moi, ce que je pense, pour le coup, qui fait que le RN est un parti vraiment pas comme les autres dans ma pratique quotidienne, c'est que j'estime qu'ils mentent. Ok, ils mentent. Oh, ils mentent tous, hein. Ouais, mais la différence, c'est que fondamentalement, c'est ce truc du non-dit. Et donc, faut réussir à démontrer, à mettre au jour la vérité de leur discours. C'est pour ça, à mon avis, que c'est un parti qui est pas comme les autres. Mais pour le reste, je le traite comme les autres, quoi. Après, c'est quoi comme les autres? Genre, oui, quand ils font des réceptions, je prends pas une coupe de champagne. Tu vois, c'est ce genre de truc, quoi. Effectivement, j'ai quand même Non, moi, ce que je pense que c'est le truc à revoir. Pas à revoir, à interroger, c'est différent. C'est pas ce qu'on fait publiquement. La réception, ça me dérange pas. La conférence de presse, ça me dérange pas. C'est le rapport qu'on a aux politiques, notamment au RN, ce que les gens ne voient pas en fait. C'est ça qui est hyper important. Et c'est là où tout se joue presque. Les rapports de confiance, les infos, c'est là où tout se passe en fait. Et c'est là sur comment on se comporte avec des électeurs d'extrême droite, des élus d'extrême droite, comment on se comporte avec eux, comment on traite avec eux, comment on discute avec eux. Et c'est ça qui est intéressant à interroger. Et donc, je pense... obligé d'avoir des rapports personnels, pour le coup. Hein. Moi, j'arrive pas en mode soldat blanc de l'antifascisme, tu vois, genre en mode je vous serrerai pas la main, etc. Tu vois, moi, j'arrive, mon taf très précis, c'est d'avoir des infos pour montrer, mettre au jour ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, je l'ai dit, et je leur dis, ça pour le coup, je leur dis, tu vois, j'arrive pas à entrer, je dis pas, vous êtes pas d'extrême droite, vous êtes pas raciste. Non, moi, je leur dis, vous savez ce que je pense de vous, vous savez d'où je parle, c'est-à-dire que je parle d'un journal qui est engagé à gauche et qui a toujours été engagé contre l'extrême droite. En revanche, s'il faut te faire 3 blagues pour avoir le truc qui me permet de décrire que tu es raciste, je le ferai, tu vois. Et je vois pas le problème avec ça. Je trouve que le problème des médias, c'est qu'ils démontent facilement tout ce qui est propos du RN. Tous les propos racistes tenus par d'autres politiques qui sont pas de RN, ça, ils font moins le travail. Ouais, mais tu comprends, ce mec-là de droite, non, en fait, je m'en fiche. En fait, il y a un truc de la rigueur qu'on met, je parle à Libération, la rigueur qu'on met à cibler le RN, les sorties racistes, les infos sur les collaborateurs qui en fait sont des nazis. Ça, on le fait hyper bien. Mais sur Retailleau, on met moins de force. Si on met un ministre de l'Intérieur du RN à la place de Retailleau et qui dit les mêmes choses, qui fait les mêmes choses, on serait beaucoup plus sévère. Et donc, dès qu'on sort un peu du RN, une sorte d'autocensure. Bien sûr. Oui, mais il a dit ça parce que, en fait, il est sympa, mais il le dit, mais il le pense pas. Oh là 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 là. Ça, on le fait. Et ça, je trouve qu'il est hyper dangereux. Mais c'est super compliqué. Tu vois, nous, à Libé, si on fait un événement, par exemple, où on invite des gens, on n'invitera pas le RN, mais on pourrait inviter Retailleau, ou on a invité Bellamy, tu vois. Donc, en fait, et c'est quoi la différence entre François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal Le Pen, fondamentalement, tu vois? Il n'y en a pas trop, quoi, tu vois. Donc ouais. Mais là, on revient au problème qu'on a dit au début, quoi. C'est que, quand extrême droite, tu traces une ligne. Tu vois, l'extrême droite, c'est une frontière, un peu comme le nuage de Tchernobyl, tu vois. Tu vois, t'as l'Allemagne qui était touchée, et par contre, c'est censé s'arrêter aux frontières de la France. Non. Nous, on aime bien finir les épisodes avec des ressources, des recommandations culturelles. Donc moi, j'en donne 2, et après, vous en donnez une chacun. Moi, ma première recommandation, c'est évidemment le livre dont on a parlé, Le Pen et la torture, de Fabrice Riceputi. On a célébré le 70e anniversaire du début de la guerre d'Algérie, donc c'était le 1er novembre dernier. Et donc, il est important de rappeler le rôle de Jean-Marie Le Pen et sa place au sein du système de torture pendant la bataille d'Alger. C'est pour ça que je vous recommande ce livre. Et comme dit Fabrice Riceputi, ce passage éclair en Algérie a motivé ses prises de position par la suite. Et il faut rappeler, la matrice coloniale anti-arabe et raciste du RN, elle vient de là.
Ma deuxième recommandation, c'est de lire Street Press, qui est un média en ligne indépendant. Non, mais c'est vrai, c'est vachement bien. Qui vraiment couvre le Rassemblement national, l'extrême droite de manière générale, de manière très précise. C'est sur abonnement. Et en plus, ils font une campagne pour atteindre les 6000 abonnés avant la fin de l'année, pour pouvoir exister l'année prochaine. Force à vous. Voilà, toutes les infos sont sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux. www.libération.fr. Je répète évidemment, lisez Libération, lisez. Non, lisez. Et aussi l'extrême droite nouvelle génération de Nicolas Massol aux éditions de Noël. Rachid, c'est quoi ta recommandation culturelle? Là, j'ai un livre qui s'appelle Et un jour, je suis devenu arabe par Anas Def. Qu'on a reçu au premier épisode en plus. Non, mais ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que je parle de ce livre-là, mais je pourrais parler d'autres livres. C'est qu'aujourd'hui, on mène une bataille culturelle et qu'il ne faut pas hésiter à dire qui on est, d'où on parle et pourquoi on parle. Et il y a de plus en plus de bouquins qui se font, de podcasts, de documentaires, et c'est hyper important de mener cette bataille sans dire c'est grave, sans dire c'est compliqué, sans dire regarde l'autre. Il faut aussi travailler, il faut aussi faire des choses, il faut aussi créer. Et la création, c'est hyper importante pour ce que le RN fait. Ils diffusent leur idée, les fachos, c'est ce qu'ils font aussi. Et voilà, et c'est important de dire qui on est, d'où on parle, et de l'écrire et de l'expliquer. Waouh, très profond. Merci beaucoup, Rachid. Je vous en prie. Nicolas? Moi, du coup, je vais conseiller un bouquin sur le RN. Moi, je conseille pas mal le bouquin qui s'appelle Producteurs et parasites de Michel Feher, qui est philosophe. Donc c'est sur, je cite, l'imaginaire si désirable du Rassemblement national. Et en gros, c'est un bouquin qui reprend en fait l'histoire d'un truc qui s'appelle le producérisme, qui est en fait une vision de la société, qui est un peu comme je l'ai dit au début, qui est considéré comme un corps central qu'il faut purger des parasites d'en haut, qui sont les spéculateurs, les méchants, les trop grands capitalistes, et les parasites d'en bas, qui sont les chômeurs, les assistés, etc., qui sont très souvent racialisés. Donc il fait l'histoire de cette vision politique-là, qu'il appelle le producérisme, et qui aujourd'hui est très bien représentée par le Rassemblement national. Et pour moi, c'est assez lumineux, parce que ça permet vraiment de se dire, putain, mais en fait, c'est ça le RN, c'est pas vraiment un parti de gauche, pourtant ils ont un programme social, c'est pas totalement un parti de droite, parce que justement, ils ont 2-3 trucs sociaux, etc., et que la droite a du mal à clasher les parasites d'en haut, les grands patrons, les grands libéraux, etc. Et en fait, on comprend pourquoi est-ce que l'idéologie du RN aujourd'hui marche plutôt bien. C'est cette double dénonciation, et je trouve que c'est assez chouette. Merci beaucoup, Rachid. Merci Nicolas. Merci à toi. Merci à tous et à toutes. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je ne suis pas raciste, mais... Je ne suis pas raciste, mais est un podcast de Donia Ismail, produit et réalisé par Slate Podcast, sous la direction de Christophe Caron. À la production éditoriale Nina Pareja, montage et réalisation de Mona Delahaye et musique par Thomas Loupias.